j'avais mis une vidéo sur l'Université des Passages où il y a un anthropologue, Fernand Schwartz, qui a montré que les 4 étapes du désenchantement du monde. La première étant la naissance de la fameuse objectivité scientifique, c'est-à-dire on quitte l'animisme. Les peuples animiques sont dans un contact direct avec l'âme du monde dans le vivant, c'est-à-dire dans une réalité quotidienne vécue. Donc la science a créé cette première séparation, cette première coupure. Ensuite, ça c'est Hegel qui le dit, au XVIIIe siècle, l'art a quitté le centre de la cité. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'art aujourd'hui, mais ça veut dire que l'art n'est plus un référent. C'est juste un investissement spéculatif, donc c'est devenu complètement autre chose. Donc lorsque l'art quitte le centre de la cité, le problème c'est quoi? C'est que l'art est cette fonction dans l'histoire humaine qui permet de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire de rendre sous forme de tableau, sous forme de danse, sous forme de sculpture, la cosmogonie auquel une culture se réfère, donc les archétypes qui animent une culture. Donc si l'art quitte le centre de la cité, les archétypes aussi quittent le centre de la civilisation. Donc ça, c'est la deuxième étape du désenchantement du monde. Et la troisième, c'était Nietzsche, le nihilisme dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, Nietzsche a cette très belle formule, que je cite de tête. Il dit, le problème, c'est que, dans le 19e siècle, hein, c'est que les êtres humains n'auront même plus la vitalité de se reconnecter aux forces qui les transcendent. C'est ça le nihilisme, c'est pas vouloir tout détruire, c'est l'absence totale de vitalité pour que notre conscience se reconnecte à la transcendance. Et donc la quatrième étape, je l'évoquais tout à l'heure, la fin du mythe du progrès. Donc on est au creux de la courbe du désenchantement, et là encore tout est à reconstruire. Et la passerelle, le tremplin, vous citez dans votre livre Le vertige de l'absolu sur les lunes noires, le fait que la poésie, notamment en exergue de votre livre, était une discipline, en tout cas une expression privilégiée pour pouvoir entrer dans les académies et être reconnu en Chine, dans la Chine antique, dans la Chine des mandarins. Oui. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que en se reliant dans cet esprit durandien et de cette âme profonde du monde, est-ce que l'art ou la création artistique ne serait-elle pas, justement, puisqu'elle avait quitté cette cité, un tremplin et une passerelle pour pouvoir réenchanter le monde, où on trouve, générer d'autres perspectives Alors on peut refaire le chemin inverse, c'est-à-dire donc si ces 4 étapes sont la science, l'émergence de la science, on va dire au XIIe siècle, 10e, 12e siècle. Le fait que l'art soit mis à part de la cité, donc 18e, à Rome, on dit qu'à la fin de l'Empire, l'Empire romain, à Rome, il y avait plus de statues de dieux que d'habitants à Rome. Donc c'est dire si l'art était au centre de la cité. Donc nihilisme 19e et fin du mythe du progrès 20e. Donc on peut refaire le chemin inverse, en réalité, si on veut aller vers un réenchantement du monde. Donc ce serait quoi la critique du mythe du progrès? Ce serait réfléchir un peu ce qu'on évoquait avec Pandore, c'est-à-dire quels sont les archétypes féminins qui peuvent réanimer le monde. Le féminin, c'est la nature. La nature est féminine. Et on voit aujourd'hui à quel point le féminin est maltraité, parce que la nature est maltraitée. Ou plutôt, ce n'est pas évidemment une causalité, c'est une lecture symbolique. C'est-à-dire, le fait que le féminin soit maltraité a pour conséquence symbolique et en même temps opérative que la nature soit défaillante. Donc,
donc réintégrer le féminin dans nos manières de faire des sciences, de faire de la politique, de faire de l'agriculture, de travailler le vivant, etc. Réintégrer le féminin, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ouvrir à Neptune plutôt qu'à Uranus. Ça veut dire s'ouvrir à un dialogue avec le monde vivant de cœur plutôt qu'une prise de pouvoir par la connaissance, etc. Ça veut dire plein de choses. Donc ça, ce serait la première étape si on veut remonter le fil. La deuxième étape, ce serait bien sûr faire appel aux artistes pour réintroduire à nouveau l'art dans la civilisation, mais plus sous une forme collective, à travers des systèmes de croyances collectifs comme les Jésus et les Vierges et les Maries en peinture, ou les grandes scènes des saints, etc., qui représentaient des systèmes de croyances collectifs, mais en termes individuels. C'est-à-dire l'art étant ici conçu pour réenchanter le monde comme un contact direct entre l'artiste et l'archétype qui va l'exprimer et faire rayonner la présence de l'archétype à travers sa création, mais sans que ça appartienne nécessairement à une théologie. Puisque ce qui est important, donc ce qui veut dire qu'on va vers un contact individuel avec la transcendance, qui nous reconnecte tous au grand océan d'amour universel, sans que nous soyons les marionnettes des systèmes théologiques. Donc ça, ce serait la deuxième étape. Donc, j'en ai sauté une qui est la question du nihilisme. Oui. Ça, ce serait la troisième étape, donc le rapport à l'art. Le nihilisme, c'est retrouver cette vitalité qui nous manque. Alors, la vitalité, on peut la retrouver à travers des choses assez simples, qui est des exercices physiques, à travers l'alimentation. Et ô combien l'alimentation nous empoisonne aujourd'hui. On ne dit pas assez, mais le sucre est un toxique qui endort la conscience. On nous autorise les choses qui endorment la conscience, comme le sucre, comme l'alcool, qui est anxiolytique, donc qui permet une espèce de lénification. Et on nous interdit les substances, entre guillemets, psychotropes, comme les plantes sacrées, comme l'ayahuasca, comme le l'iboga, comme d'autres plantes, qui au contraire sont des plantes d'ouverture de conscience. Donc on est encore une fois dans un système à l'envers. Après on nous dit, bon bah d'accord, mais il y a eu un mort avec l'ayahuasca il y a 10 ans, et donc on va l'interdire. À ce moment-là, il faut interdire les voitures, parce qu'il y a beaucoup de morts dans les voitures aussi, ou tous les médicaments, parce que ça crée beaucoup de morts et des maladies, il y a trop dans les hôpitaux, etc. Donc tout ça, c'est vraiment la vision du monde qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut avoir un monde vivant, fondé sur le sens, fondé sur l'exploration, fondé sur la joie, parce que la joie va naître du contact avec l'archétype, ou est-ce qu'on veut avoir un monde fonctionnel, économique, fondé sur le pillage de la nature? Donc là, on est devant un vrai choix de civilisation. Donc je reprends le fil. Donc questionner le monde, Prométhée, donc retrouver Pandore, donc le féminin, qui serait si on reprend à rebours, qui serait la première étape. La deuxième étape, ce serait retrouver cette vitalité pour pouvoir justement se connecter à l'archétype à travers l'art, troisième étape. Et la quatrième étape, qui est en fait le lieu des origines, retrouver une relation de sujet à sujet au monde extérieur, à la nature, et non pas de sujet à objet. Tant qu'on considère qu'on est dans la dualité sujet-objet, on est dans quelque chose qui va tuer la vie. Donc retrouver la plante qui est en face de moi est un sujet, les animaux sont des sujets, et peut-être, comme disent les bouddhistes, les êtres inanimés sont aussi des sujets. Autrement dit, la conscience est partout. Et à ce moment-là, on a fait le retour à une espèce de conscience animique, mais avec la conscience de la conscience en plus, c'est-à-dire avec le fait de savoir exactement la nature du dialogue qui s'établit avec les autres mondes. Donc voilà tout ce programme du retour vers un réenchantement du monde.
Et quel est votre regard, vous, en tant que, par rapport à votre origine initiale, votre milieu originel scientifique et votre parcours actuel, quel regard portez-vous? Quelle analyse ou quelle passerelle ou observation, parce que ça dépend de quelle position on se place, mais par rapport sur ce désenchantement, sur cette chaotisation extrême, notamment au niveau de l'environnement, de la nature, et de cette césure que l'humanité comment dire, nourrit, j'allais dire, entretient et amplifie avec accélération. Donc, quel est votre regard et scientifique? Quelle est votre vision par rapport à tout votre parcours? On peut plusieurs questions en même temps. Oui, là, mais c'est ça. Oui. Par rapport à mon parcours, le premier livre que j'ai publié, qui est L'homme réunifié, je me rends compte aujourd'hui qu'il portait déjà en germe tout ce que j'ai déployé depuis 30 ans. C'est-à-dire cette relation cerveau droit, hémisphère droit, hémisphère gauche du cerveau, des voies d'exploration de l'hémisphère droit du cerveau. À travers la langue des oiseaux, à travers l'astrologie, à travers les mythologies, etc. Donc, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être sur simplement le déploiement d'une semence qui était déjà en moi dès l'origine. Quand j'avais 14 ans, je me suis intéressé à l'astrologie. En même temps, j'ai fait des études universitaires et une thèse en doctorat en enzymologie. Donc, j'ai toujours mené les deux en parallèle. Donc, au fond, personnellement, en ce qui me concerne moi, j'ai vraiment l'image du déploiement d'une semence en arbre, en quelque sorte. Je peux prendre cette image. Maintenant, si vous me posez la question par rapport à l'humanité, on a plusieurs hypothèses. L'hypothèse scientifique serait de dire le système est devenu tellement compliqué, le système, l'organisation humaine, l'organisation sociale, qu'elle va forcément devenir chaotique. Un système qui est trop compliqué ne peut plus être organisé, ni par des politiques, ni par des économistes, ni par plus rien. Donc tout ça, ça va forcément exploser à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est l'hypothèse paradigme scientifique. On peut par contre aussi poser une hypothèse paradigme conscience. Et là, j'ai envie de faire l'analogie avec les 4 âges. On a eu l'âge d'or, qui est une mythologie grecque, mais ces 4 âges, on les retrouve dans tout le bassin moyen-oriental, donc l'origine serait en réalité plutôt iranienne, perse en réalité, iranienne aujourd'hui. Donc ces 4 âges disent au fond il y a eu une espèce de dégradation de la nature humaine. Âge d'or, les hommes banquetaient avec les dieux, comme nous dit Ovide. Âge d'argent, ça allait un peu moins bien. Âge de bronze, c'était pire. Et âge de fer, c'était insupportable, et c'est aujourd'hui. Donc on serait de l'âge de fer. Donc autrement dit, il y a une espèce de décollement progressif entre l'archétype et l'organisation humaine. Et après, si on lit le texte, Ovide nous dit la chose suivante. D'abord, il n'y aura pas de 5e âge. Et ensuite, lors de la dernière catastrophe, il y aura une dernière catastrophe, cependant, à la fin du 4e âge. Et on nous dit que l'univers organisé avec tant d'art sera détruit par le feu, et même le monde des dieux sera détruit par le feu. C'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on est dans une révélation. Apocalypse voulant dire révélation. Donc, et donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, si c'est mythologique, ça veut dire que ça existe au niveau des archétypes, ça existe au niveau de ce grand plan, entre guillemets, qui organise l'histoire. On peut faire une analogie très précise, mais là, je ne peux que la suggérer, je n'ai pas le temps de développer, entre l'âge d'or, chasse-cueilleur, âge d'argent,
agriculture-élevage, âge de bronze, industrie-commerce, et âge de fer, création-communication, qui a commencé il y a 30 ans. Les âges étant de plus en plus courts. Donc en gros, on n'est pas à la fin du monde, on est à la fin d'une certaine conception de la nature humaine. On est dans un changement ontologique de l'homme aujourd'hui. Ce que l'on peut voir symboliquement et de manière diabolique à travers le transhumanisme. Pourquoi ? Parce que le transhumanisme, au lieu d'élever l'homme, et là encore je le lis symboliquement, même si c'est des prouesses techniques, au lieu d'élever l'homme vers le ciel en mettant des anges au taureau, c'est-à-dire à la matière, va mettre du silicium dans l'organique et donc le faire descendre vers la matière. Autrement dit, plus on fait du transhumanisme, plus on va vers le robot. Donc du coup, et ça c'est bien évidemment les limites de l'intelligence scientifique, c'est-à-dire, ou de l'intelligence technique en tout cas, c'est de rendre l'homme semblable à un objet. Le réifier. On le réifie, absolument. Ben, il est déjà en place. Mais en fait, c'est une entreprise faustienne. C'est-à-dire ce que le nazisme n'a pas réussi pendant la dernière guerre, ils sont en train de le réussir aujourd'hui. Tout à fait. Non, moi je ne suis pas trop inquiet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura jamais assez de ressources naturelles pour faire tout ça. C'est-à-dire toute cette technologie. Ils s'amusent avec des jouets, bon, très bien. Mais en même temps, il faut des métaux rares, il faut des usines incroyables, il faut quand même une technologie basée sur des ressources naturelles qui sont en train de s'épuiser. Donc, de toute façon, ce ne sera pas généralisable. Ce ne sera pas généralisé pour des raisons financières, évidemment. Mais il faut le lire symboliquement. C'est quoi le transhumanisme ? C'est... dans la logique matérialiste de la pensée scientifique, changer la nature ontologique de l'homme, c'est-à-dire produire un surhomme. On rejoint évidemment là où le nazisme a échoué d'une certaine manière, c'est-à-dire cette volonté politique à l'époque de créer un nouvel homme, qui a été aussi reprise à l'époque par le communisme, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc c'était dans l'air, et cette idée du nouvel homme, du surhomme, de l'homme après l'homme, pour reprendre l'expression de Saprem, et de Robindo. Robindo en 1930, au moment de où Hitler, en 1933, il a envoyé il a pris le pouvoir au Reichstag, enfin son parti a pris le pouvoir au Reichstag. En 1930, 3 ans avant, Aurobindo écrivait un petit opuscule qui s'appelait le Superman, le surhomme. Donc cette idée est dans l'air depuis la découverte de Pluton, en réalité. Donc Pluton nous dit il est temps de transformer en profondeur la nature humaine. C'est cette puissance de vie, cet archétype, cette puissance qui agit dans l'inconscient qui nous dit ça. Puisqu'il est devenu conscient avec sa découverte, symboliquement. Il a été mis en lumière. Sa lumière a été vue. Donc, ce que fait le transhumanisme, et ce qu'a fait Hitler pendant la dernière guerre mondiale, c'est essayer de mettre en place, soit à travers des moyens politiques, et à travers la guerre, Hitler, soit à travers des moyens technologiques et à travers l'argent, le transhumanisme aujourd'hui, la création d'un nouvel homme. C'est-à-dire d'une nature humaine qui est au-delà, autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Eux, ils parlent d'homme augmenté. Mais au fond, symboliquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une nécessité cosmique, spirituelle, que l'homme transforme sa propre nature. Donc on peut le faire par la technologie, ce qui évidemment sera un échec parce que l'homme n'est pas fait que de matière, et si on réussit dans cette voie, l'homme deviendra un robot. Donc évidemment la nature humaine sera transformée, mais dans le sens matière et pas dans le sens esprit. Par contre, on a aujourd'hui d'autres exemples assez étonnants de transformation ontologique de la nature humaine à travers les gens qui se nourrissent de prana, par exemple. Il semblerait qu'il y en ait de plus en plus, et là c'est quand même un vrai défi pour un biologiste, qui est de comprendre comment un corps biologique
peut vivre sans alimentation solide et parfois sans eau. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai changement de la nature humaine qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc, mais cette fois-ci à travers la conscience, et non pas à travers le paradigme matérialiste, le paradigme, on va dire, objectif. Donc oui, on est dans une crise qui n'est pas une crise économique, qui n'est pas une crise sociale, qui n'est pas une crise militaire, c'est une crise ontologique, c'est la fin de l'âge du fer. C'est-à-dire, on est dans cette période de révélation où le feu de l'esprit, en espérant que ce ne soit pas le feu de la guerre, est en train de métamorphoser, de transformer la nature humaine. Et plus, évidemment, on le fera en conscience, et plus on le fera à partir de l'espace du cœur, plus, bien sûr, l'avenir sera assuré, l'avenir de l'espèce, en tout cas, sera assuré. Donc je pense qu'il faut lire le transhumanisme d'un point de vue symbolique, la création d'un surhomme, car en fait c'est ça, il ne faut pas non plus se leurrer sur les mots, et revenir aux travaux d'Aurobindo, par exemple. C'est quoi un surhomme dans l'esprit d'Aurobindo? C'est-à-dire c'est la descente du supramental dans les cellules qui transforme radicalement la nature humaine. Mère a des lignes remarquables là-dessus. Peut-être aussi une reliance au-delà justement, j'allais dire, de l'astral, enfin, en reprenant les différentes... c'est au-delà de l'astral. Voilà, le supramental est bien au-delà de l'astral. Voilà, c'est-à-dire, vous avez le plan, alors les 7 plans de la lyre d'Apollon que j'évoquais tout à l'heure, oui. C'est-à-dire, il y a le plan évidemment physique, ensuite, ou biologique pour le corps matériel, si on se réfère au corps humain. Ensuite, il y a le plan énergétique ou éthérique, selon les langages, c'est-à-dire au fond tous les circuits énergétiques qu'on peut trouver en acupuncture par exemple, qui rendent ce corps ce qu'on appelle un corps vivant en réalité, qui le rendent animé, anima, même racine. Ensuite on a la dimension qu'on appelle parfois astrale, c'est-à-dire émotionnelle. Ensuite, le mental épiméthéen, c'est-à-dire le mental qui pense après, qui justifie tout a posteriori, ce mental qui, Ovid nous dit, c'est un fléau pour l'homme. C'est-à-dire cette capacité de rationaliser tout a posteriori et de couper les cheveux en 4 dans le sens de la longueur, juste pour se faire plaisir. Donc ça, c'est ce mental-là. Après, il y a ce qu'on appelle parfois le mental supérieur ou le mental intuitif, qui est, ou le mental platonicien, le monde des idées platoniciennes, qui est ce monde où s'organisent les formes pensées et d'où les idées vont naître. Tous les grands créateurs ou les grands artistes vont puiser leurs sources d'inspiration dans cette réalité-là. Ensuite, on a le plan bouddhique, qu'on appelle aussi parfois le plan de la compassion, qui est cette dimension d'amour universel et de reliance du cœur, Neptune, que j'évoquais tout à l'heure, qui permet en conscience d'entrer en connexion avec tous les vivants. Et après, au-delà, il y a le plan atmique, c'est-à-dire le plan de la volonté de Dieu, c'est-à-dire cette grande force qui permet l'évolution des espèces depuis l'algue brune jusqu'à l'être humain et qui a fait que et qui organise peut-être aussi les catastrophes qu'on connaît aujourd'hui comme étant un processus naturel et nécessaire de destruction des formes de la civilisation qu'on connaît pour que la vie puisse continuer à suivre son chemin. Je n'ai pas dit à évoluer parce qu'on ne sait pas où elle va, mais en tout cas à suivre son chemin. Donc c'est ces 4 grands plans de conscience, plan physique, éthérique, émotionnel, mental analytique, mental intuitif, de la compassion et de la volonté spirituelle, dont nous pouvons prendre conscience, qui animent notre réalité globale, mais dont nous pouvons prendre conscience, et c'est le beau symbole de la lyre d'Apollon que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience voyage dans les mondes. Et plus la conscience apprend à se désidentifier des projections, du corps physique, des émotions, de la pensée, des lumières qu'elle reçoit, de l'amour qui la traverse et de la puissance qui la révèle,
ou qui la meut, plus elle apprend à se libérer par rapport à tous ces mondes, plus elle pourra servir de caisse de résonance et accompagner l'évolution du vivant dans le monde. C'est tout. Donc on est loin du paradigme mécanique, évidemment. Et donc il y a vraiment un choix de civilisation à faire. Est-ce qu'on veut augmenter l'homme dans le sens du transhumanisme et continuer dans cette société de consommation qui est en réalité une société de consolation, parce que la conscience et les valeurs spirituelles sont devenues des mendiantes, ou est-ce qu'on veut au contraire explorer la nature de l'inconscience dans tous ses états de 1 à 7 pour justement accompagner l'évolution du vivant sur la planète Terre, et à ce moment-là réaliser peut-être ce qui est vraiment la fonction de l'homme, c'est-à-dire un homme debout, un pont entre la Terre et le ciel, qui est un intermédiaire entre les règnes vivants minéral, végétal, animal, et le monde, ce qu'on peut rappeler le monde divin, le monde des forces invisibles qui sont là depuis le commencement. Les forces aussi cosmiques, parce qu'invisibles, elles le sont cosmiques. Dans l'infiniment petit aussi. Oui, mais les forces cosmiques aussi. Voilà. Les forces cosmiques. Et c'est justement l'objectif, c'est-à-dire les faire descendre jusque dans l'infiniment petit. Oui. Mais elles le sont. On pense que Dieu est au ciel et que l'enfer est sous la terre. Ça, c'est encore une vision. Simplement, tout est partout. Les archétypes, ils sont pas loin, ils sont là, sous la main, sur la main. Et juste au-dessus de votre tête. Enfin, en tout cas, ils passent pas. Le coronal. Le coronal, oui. Il y a ce fameux 8e chakra, c'est-à-dire, il y a vraiment un soleil ici. Et lorsque le soleil commence à descendre, à ce moment-là, il y a un contact direct avec les forces des mondes invisibles, les forces cosmiques qui se met en place. Et le 8, c'est quoi? Le 8, c'est le symbole de l'infini, et c'est le grand souffle qui met en relation le haut avec le bas. Le souffle met en relation le ciel avec le cœur, les poumons, avec l'organique. Donc le souffle met en relation le haut avec le bas. Et dans ce mouvement du 8, on a quoi? On a simplement une cellule qui donne naissance à une autre cellule. C'est la méiose en biologie. Donc c'est simplement la multiplication du vivant. Donc le 7, le problème de tous les systèmes ésotériques, qui sont quasiment tous fondés sur le 7, mais c'est qu'ils oublient le passage au 8. C'est-à-dire c'est passer d'un système conceptuel au grand souffle qui va relier dans une même continuité tous ces plans de l'existence. Et donc on s'en fout qu'il y ait un haut, un bas, une droite, une gauche, un Pluton en haut ou un Pluton en bas. Simplement c'est un mouvement perpétuel. Donc on passe de la structure au processus. Et les 8, c'est vraiment incarner l'ésotérisme dans le vivant. Et après, vraiment, les positions, ça n'a plus d'importance. C'est une mise en mouvement. C'est une mise en mouvement et une naissance au service du vivant, de la cellule qui se dédouble. Oui, alors, il y a un ouvrage intéressant que tu connais sûrement de Marie-Louise France, un nombre étant, où elle reprend la symbolique des nombres, enfin elle fait de 1 à 4, mais à travers toutes les traditions chinoises, occidentales, bien sûr, alchimiques, et elle montre l'universalité et le sens de ces 4 premiers nombres. On peut après réfléchir aux autres, aller jusqu'à 10 ou 12, l'ensemble d'un système est en 12 en fait. Mais tout ça pour dire quoi? Que les nombres sont des archétypes. C'est-à-dire, il y a les nombres, et là c'est très jolie image, elle dit on parlait de l'océan tout à l'heure, l'océan neptunien, elle dit les nombres sont comme les vagues à la surface de cet océan. C'est-à-dire, ils vont être des moments de rupture dans la continuité de l'océan. Et donc entrer dans un nombre, c'est entrer dans une puissance qui va nous permettre une rupture. Alors le 1, évidemment, c'est l'émergence hors de l'origine. Le 2, c'est bien sûr entrer de la dualité, mais aussi dans la conscience.
parce que c'est le 2, c'est sans doute le sens de la dualité, et toute la science nous a permis de prendre conscience de la nature, en tout cas dans une certaine mesure, comment elle fonctionne, l'intelligence des animaux, comment fonctionnent les lois de Newton, etc. Tout ça, c'est de la conscience qui a été mise en place grâce aux 2. Après, il y a le 3 qui va permettre l'incompréhension. Mercure, le 3, puisque les rétrogradations de Mercure forment un grand triangle dans le ciel, toujours. Donc le 3, c'est passer de la compréhension au sens du système, c'est-à-dire il ne suffit pas de comprendre comment fonctionne une cellule, il faut comprendre, avoir le sens du vivant. Le 4, l'incarnation. Le 5, le premier contact avec la transcendance. Le 6, le fait que cette transcendance redescende sur Terre, comme le montre le 6. Le 7, l'élaboration des 7 plans, des 7 niveaux de réalité, dont on parlait tout à l'heure. Le 8, leur mise en mouvement à travers le souffle. Et le 9, on a cette très belle image qui est un ventre posé dans un ciel qui envoie une petite queue sur la Terre, c'est-à-dire le fait que à ce moment-là, la transcendance va animer le monde terrestre. C'est l'inverse du 6. Oui, c'est ça, elle est fécondée. Elle est fécondée, c'est un 9. Oui. C'est un 9 dans tous les sens du terme. Alors parfois on focalise son paradigme sur le 1 en disant l'homme a été créé à l'image de Dieu, sur le 2 il n'y a que la science, sur le 3 il n'y a que la philosophie, sur le 4 il n'y a que la construction économique, sur le 5 il n'y a que les artistes, sur le 6 il n'y a que la consommation, sur le 7 il n'y a que l'ésotérisme, sur le 8 il n'y a que le chinois, et sur le 9 il n'y a que la transcendance. Mais tout ça c'est un processus. Par rapport à ce qui est vécu dans le mouvement planétaire, de ce qui se vit en ce moment, enfin, peut-être que je l'ai tout à fait, de toute façon, certainement mal formulé, cette vision, la vision du scientifique et du sage en vous, actuellement, de ce qui est posé, de ce qui se vit ou se déconstruit dans ce mouvement dans lequel nous sommes lancés, parce que l'humanité est peut-être juste sur une vaguelette par rapport au mouvement de la Terre, au mouvement de la planète Terre. Ah oui, je crois qu'on est sur une vaguelette et qu'on considère que c'est une montagne. C'est ça. Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un facteur qui est de l'ordre du destin. Oui. Si on ne voit pas le destin, on considère que c'est une fatalité. C'est ça. Donc la fatalité, c'est une espèce de destin dont on ne perçoit pas le sens. Donc, autrement dit, il y a quelque chose d'inéluctable dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'on peut justifier par les 4 âges, par le fait... un certain nombre de choses que je ne peux pas développer là. À part ça, il y a aussi le fait que l'être humain est fondamentalement un être libre, et que sa liberté est dans l'accomplissement de son destin. Ou plutôt, en termes individuels et en termes collectifs, c'est l'accomplissement ou la révélation de l'âme du monde, la révélation du mouvement de l'âme du monde dans le monde. Donc, plus cette liberté de se mettre en contact avec les archétypes, en contact d'abord avec son âme, avec son soi, ensuite en contact avec les archétypes, dans l'accomplissement de ce qui nous semble être notre mission d'existence. Et un des grands critères, c'est la joie que ça suscite, ça soulève, ou le sentiment de certitude intérieure que ça peut soulever, ou la profonde paix intérieure qui peut être générée du fait de ce contact-là. Plus il y aura des personnes qui seront dans ce chemin héroïque de révélation du soi et de mise en œuvre dans la vie ordinaire de la lumière qu'ils portent dans leur âme, plus le destin de l'humanité pourra se révéler rapidement. Et donc, plus on sortira de cette espèce de chaos, mais qui est sans doute nécessaire pour nous amener à une prise de conscience, à une transformation de la nature humaine. Donc,
il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit simplement d'essayer de comprendre les processus. Tout ça, c'est des histoires de processus. On peut dire qu'il y a une course entre l'ombre et la lumière, c'est vrai. Autrement dit, entre les forces d'avidité économique, d'avidité personnelle et de petits pouvoirs qui se retrouvent partout, et les forces de bienveillance qui animent un certain nombre de personnes et de plus en plus. Donc au fond, on peut aussi faire un appel aux personnes qui sont dans la bienveillance pour intensifier leur présence, leur action et leur mouvement. Mais en même temps, donc ça c'est de l'ordre de la liberté collective, en plus de la liberté individuelle que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps tout ça c'est simplement une question de temps. Le grand processus, si on voit des choses d'encore un peu plus haut, le grand processus de transformation de la nature humaine est déjà à l'œuvre. Je l'évoquais avec le prana, avec les travaux d'Aurobindo, etc. Donc c'est ni bien ni mal. À la limite, tout ce qui se passe aujourd'hui est un mouvement naturel.